Bonjour, vous écoutez bien Pile ou Sas, le podcast qui plonge dans les coulisses des boîtes tech. Je suis Cédric Meignier et aujourd'hui j'accueille Guillaume Villain, fondateur de NoPhone. Guillaume, c'est un profil atypique, 18 ans comme instituteur en Belgique, musicien rock et électro à ses heures perdues, auteur d'un livre sur les pédagogies alternatives. Et en 2020, il quitte l'enseignement pour créer d'abord Kiligi, puis Feel School, donc des applications dédiées à la santé mentale des jeunes et à la lutte contre le harcèlement scolaire. Et en 2024, il lance NoPhone, une pochette verrouillable magnétiquement qui permet aux écoles de gérer l'interdiction des smartphones. Le concept, donc l'élève arrive, il range son téléphone dans la pochette, il la verrouille et il peut plus y toucher avant la sortie. Alors c'est simple, c'est efficace, c'est pragmatique. Les chiffres aujourd'hui, plus de 50 000 élèves équipés en France et en Belgique, une soixantaine d'établissements partenaires et un marché qui explose avec la généralisation de l'interdiction des smartphones dans les collèges français en 2025. Donc 3,5 millions de collégiens concernés potentiellement. Avant d'aller voir tout cela en détail avec Guillaume, un mot pour vous, entrepreneurs. Le marché des solutions tech explose, mais avoir un bon produit, ça ne suffit pas. Il faut que vos prospects comprennent votre valeur en quelques secondes. C'est là qu'intervient une vidéo motion design bien fichue. 60 secondes pour expliquer ce que vous faites et pourquoi ça change la donne. Résultat, en moyenne, 15% de conversion en plus sur votre site web. Alors rendez-vous sur pileousas.fr ou .be pour découvrir mon offre de vidéos unique et sur mesure. Place à notre invité. Bonjour Guillaume. Bonjour Cédric, enchanté. Enchanté, bienvenue dans Pile ou Sas. Alors pour commencer, le principe est simple. Je te pose une série de questions à choix binaire et tu réponds instantanément. Prêt ? C'est parti. C'est parti. Enseignant ou entrepreneur ? Entrepreneur. France ou Belgique ? Là, je peux prendre un joker parce que là, je suis vraiment des deux côtés tout le temps. Une jambe dans chaque pays. Educatech ou hardware ? Hardware. B2B ou B2C ? B2B. Bootstrap ou levée de fonds ? Bootstrap. Télétravail ou présentiel ? Télétravail. Lève-tôt ou couche-tard ? Lève-tôt. Rock ou électro ? Rock. Écrire ou coder ? Écrire. Application ou hardware ? C'est dur aussi. J'aime bien les apps quand même. Mais ouais, là je suis sur hardware. Mission sociale ou business ? Alors, le social, il est très bien, mais j'étais un peu trop dans le social. Il y a un moment, il faut quand même gagner un peu d'argent. Donc, business, quoi. Un bon mix des deux. Alors, thé ou café ? Coca. Pile ou Sas ? Sas. Merci Guillaume. Alors 18 ans comme instituteur en Belgique, c'est quoi le déclic qui t'a poussé à quitter l'enseignement en 2020, je crois ? Oui. En fait, l'enseignement, ça a toujours été une passion. Déjà, donc j'étais encore au secondaire. Je faisais les camps de vacances, animateur camps de vacances, etc. Donc j'ai su très vite que j'allais être dans le social, que j'allais. J'avais vraiment une approche prendre soin des jeunes, m'occuper des jeunes. Et là, en fait, donc j'ai directement attaqué à la fin, donc les 2 dernières années du lycée, côté belge. Donc on a une formation éducation à la petite enfance. Et j'ai commencé comme ça, où c'était fabuleux parce que j'allais dans l'enseignement spécial, en maternelle, en primaire, vraiment avec une bonne vision de l'éducation au sens très large. Et puis j'ai enchaîné avec l'école normale. Et là, je suis un peu tombé des nues parce que hyper cadré, avec un cadre vraiment qui m'interroge. En fait, je m'interrogeais, je me dis oula, je suis carrément dans quelque chose de différent par rapport aux 2 années que je viens de passer. Là, je vais en passer 3. Qu'est-ce que je fais comment je vais réussir en fait à être dans le cadre, mais à la limite de ce qui est acceptable aussi pour moi par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que j'ai envie de transmettre aux élèves. Et puis donc là, j'ai fait toutes les études dans l'ordre des choses. Et puis arrivé le moment où je sors de l'école, là.
on a le choix en fait d'aller presque dans l'année où on veut. Est-ce qu'on veut être en village, en ville? Enfin, il y avait vraiment des places un peu partout. Et je me dis bon, je vais me mettre au village, au calme. Et puis voilà, j'ai commencé ma carrière d'abord dans l'enseignement spécialisé, puis après j'ai fait une classe multiple, donc côté belge, donc de la première à la 6e, côté français, DCP jusque la 5e. Et j'ai trouvé ça aussi hyper passionnant. Et puis j'ai pris une classe multiple, donc là j'avais la 5-6 côté belge, donc ça fait CM2 et 6e côté français. Et là, en fait, c'était hyper dynamisant d'avoir 2 classes, d'être au calme, on va dire. Sauf que j'avais besoin de vraiment de beaucoup de liberté. Je me sentais vraiment trop à l'étroit dans l'éducation, et de par aussi mon profil qui était pas très scolaire, puisque mon parcours scolaire était quand même, j'étais pas hyper épanoui à l'école. Enfin, je trouvais ça trop restrictif, trop cadrant déjà en tant qu'élève. Et du coup, mon idée, c'était vraiment, comment on fait pour changer l'école en fait de l'intérieur. Et c'était mon objectif en fait. C'est vraiment comment en fait respecter l'inspection, la direction, pas faire trop peur aux parents, mais tout en m'épanouissant en fait. Et je fais ça très bien pendant pas mal d'années. Sauf qu'au plus je vieillis, enfin voilà, au plus j'ai pris en fait de l'âge et de l'assurance, au plus en fait j'étais à l'écart de ce milieu qui était beaucoup trop fermé pour moi en fait. Voilà, donc c'était pas évident. La fin de carrière en fait a été assez compliquée, parce qu'en fait on avait quand même un chouette concept. Je sais pas si vous avez vu dans la bio, mais en fait j'ai fait un truc qui s'appelait Collaborative, donc quand même soutenu par le ministère, enfin pas le ministère, mais parce que là c'est côté belge, donc par la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour essayer justement de transformer des écoles. En Belgique, il y a un vrai problème avec les écoles de village qui deviennent des classes multiples, et puis finalement, en fait, il y a une fermeture d'écoles. Donc l'idée, c'était de repérer ces écoles qui étaient en manque d'effectifs, de retrouver en fait des parents qui avaient envie d'une pédagogie alternative sans pour autant aller dans l'enseignement privé, donc ça reste gratuit, et de trouver des enseignants qui voulaient être dans ces écoles avec un cadre beaucoup plus large. Et j'ai fait ça pendant 3-4 ans en mode bénévole, en plus de mon temps plein, et ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Il y a eu 3 écoles qui ont fonctionné comme ça, avec l'aval de l'inspection, de la direction, des parents, ouais. Et finalement, c'est un peu tombé à l'eau pour diverses raisons. En fait, la plus grosse des raisons, c'était la régie des bâtiments en fait qui nous a interdit le projet parce qu'il y a soi-disant pas assez de surface au sol, alors que les parents étaient ok pour même acheter des yurts sur fonds propres, etc. Ah oui, donc question de normes quoi. Ouais, c'est ça. Et là, ça m'a plombé en fait, parce que ça m'a plombé. Je me suis dit bon, là, le projet il est cool, tout se passe bien, et il y a un gars qui vient de nulle part qui bloque tout le projet alors que ça fait 3 ans qu'on bosse dessus. La rigidité, elle est administrative quoi en fait. Elle est partout parce que tu dois convaincre tout le monde tout le temps, et du coup, t'es tout le temps un peu en mode défensif. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui se passe? Et oui, et puis après en fait le final il vient justement en fait d'un manque en fait c'est même pas de la reconnaissance, c'est juste il y avait eu un travail énorme qui a été fait là-dessus, et puis derrière il y a tous les soucis quotidiens dans la vie d'un enseignant, parce que je sais pas, il y a un gamin qui a oublié son manteau, la maman qui est pas contente, et en fait il y a une espèce de boule qui s'est créée, et puis du jour au lendemain, je crois que j'ai arrêté un jeudi suite à un conflit en fait avec mon nouveau directeur, enfin une collègue en fait qui râle parce que je sais même plus exactement pourquoi, mais en fait après le directeur il vient, il dit ouais, demain je t'inspecte. Et là en fait ça passe pas parce que en fait moi j'avais une règle assez basique, c'est ma porte elle est ouverte tout le temps. Donc vous venez me voir quand vous voulez, vous regardez le cours des enfants, sauf que vous venez pas quand il y a des parents qui font une réclamation. Ça c'était ma seule règle, et toute l'équipe le savait, sauf ce nouveau directeur. Il me dit ouais mais non, moi là il y a une réclamation. Je dis ouais mais en plus c'est une collègue, si demain tu viens, ma réputation elle est foutue quoi. Donc reviens si tu veux dans 2 semaines, mais là demain tu passes pas. Il me dit je serai là demain. Je dis alors moi pas. Et j'ai quitté l'enseignement comme ça sur un côté. Ah oui d'accord, donc en fait tu as quitté l'enseignement. Et c'est ensuite que tu as lancé ton premier projet, on va dire, entrepreneurial? C'est ça.
Ouais, vraiment. Donc là, j'étais déjà en mode, j'avais refait Solvay à Bruxelles en création croissance d'entreprise, hein, donc j'avais déjà l'idée d'un jour quitter, sauf que là, ça a précipité le passage au changement de carrière et de se dire let's go, on est parti, on joue aux entrepreneurs, parce que c'était un peu ça le démarrage. Et puis let's go sur la première app. Alors c'était quoi cette première app? Alors la vraie première app, c'était un projet en fait que j'ai lancé avec un associé sur un projet sur mes heures perdues. Je faisais déjà, on avait fait un startup week-end. J'avais essayé de lancer, mais là ça remonte. Hein. Ça a été un peu plus de 10 ans, un espèce de Doctolib. Sauf que là, j'étais tout seul, je suis allé Startup Weekend, et puis il y a des gens qui rejoignent le projet, on finit 3e, donc je me dis cool, pour premier pied dans le monde des startups. Et ce projet-là, en fait, avait fait de la presse. Et là, j'ai été repêché dans une autre startup qui faisait la même chose, mais pas sur les docteurs, sur les centres de bien-être, c'était vraiment de la réservation plutôt orientée bien-être. Et donc j'ai fait un peu mes armes aussi là-dessus, et je me suis fait un ami qui est devenu mon associé sur le premier projet. Donc on était à Euratechnologie sur Lille, et on s'était fait incuber pour un projet qui s'appelait Câblage. C'était l'idée de relier en fait toutes les infos qu'on a sur sa maison dans la même place, que ce soit les entretiens, que ce soit les coûts, on a travaillé sur ça un peu moins de 6 mois. Et le projet, en fait, était beaucoup trop compliqué à monter, parce qu'en vrai, on regroupait pas mal de choses, mais tout existait déjà en séparé. C'était juste une synthèse à la main. Ouais, c'est ça. Et en faisant le design de cette application-là, en fait, j'ai eu l'idée de Kiligi, de la première app. Et donc là, j'avais demandé à mon associé, est-ce que tu me rejoins sur ça ou pas? Et il me dit, j'adore le projet, mais c'est vraiment un projet de cœur. Et au niveau business, c'est pas le top. Explique-nous un peu ce que c'était. Alors déjà, est-ce que ça, c'était en 2020, c'est ça? Ouais, là, c'est le tout début. Et là, en fait, donc l'idée de l'application, c'était de faire un espèce de réseau social. Alors, à cette époque-là, je détestais les réseaux sociaux, vraiment. Et l'idée, c'était justement de pas avoir d'image, pas de vidéo, juste du texte et des emojis, où les jeunes viennent poser en fait un mode Twitter, mais avec des emojis. Comment tu vas là maintenant? Et en fait, il y avait tout un parcours plutôt par rapport à l'humeur globale. Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et avec ça, en fait, c'était vraiment délier les langues et pousser en fait à passer un peu de temps sur soi. Qu'est-ce que tu es en train de ressentir? Quels sont tes besoins? Et en fait, c'est un bon exercice pour les jeunes aussi. Et c'était assez original de créer le réseau comme ça. Et là, je remonte toute une autre team. Et en fait, le démarrage se passe plutôt bien. En même pas, on va dire 3-4 mois, on monte à 25 000 utilisateurs. Sauf que derrière, la levée de fonds, elle se passe pas. Enfin, ça passe pas. Il fallait aller chercher toujours plus d'utilisateurs. Sauf qu'à un moment, j'avais plus de trésor, parce qu'il n'y avait pas de dev en interne. Donc j'avais une équipe derrière, mais pas de développement malheureusement. Donc tout en fonds propres, ce qui coûtait quand même pas mal. Et derrière, on n'arrive pas à aller chercher assez d'utilisateurs avec le budget dont on dispose, et on plafonne. Et sauf que là, en fait, je fais donc un pivot et je retourne la même application, mais avec un dashboard côté établissement scolaire, et donc on change tout le business model. Donc on était en pur B2C où on vendait aux jeunes, mais bon, les jeunes n'ont pas l'argent. Si on tape sur les parents, en fait, si le parent il dit j'ai vu une belle application, tu veux pas l'utiliser, en fait ça fonctionne pas non plus. Du coup, le business model était très obscur. Mais avec le nouveau pivot, je me dis en fait on tient un truc pour repérer les élèves qui vont pas bien dans les établissements scolaires. Donc on fait un pivot, on garde la même application, on l'adapte pour l'éducation, et on vend ça donc en collège-lycée pour repérer les élèves soit une situation de harcèlement, soit un problème en santé mentale. D'accord, donc ça c'était de 2020 à 2022, et ensuite tu crées Feel School, c'est ça, en 2022? Ouais, donc là on crée Feel School, en fait, alors c'était de la chance et de la malchance, parce que je signe très rapidement pas mal l'école. Enfin, c'était quand même un panier, je vais dire entre 3 et 7 000 euros. Donc ça va quand même assez vite en fonction des établissements. Et en fait, je trouve des établissements avec une grosse douleur par rapport à la santé mentale, et une école qui a les moyens de le payer. Et donc on commence comme ça se passe vachement bien. L'app, elle fonctionne bien. L'adoption, on va dire, c'est
Au début, il y a vraiment une grosse vague d'utilisateurs, puis ça diminue puisque d'office, on a des utilisateurs qui vont pas bien, donc c'est pas forcément tout le monde. Et il y a une espèce de récurrence, mais pas une utilisation, on va dire. Donc certains vont l'utiliser non-stop quotidiennement, et d'autres ça va plutôt être ponctuel parce que on a je sais pas, une rupture sentimentale, donc j'en avais pas eu besoin pendant l'année, mais à ce moment-là j'en ai besoin. Ou il y en a qui vont aussi partager des réussites, donc on avait j'ai réussi mon permis de conduire, ou ouais j'ai rien fait pour mon examen. Enfin, ça partait un peu dans tous les sens, mais l'idée c'était vraiment voilà, tu ressens quelque chose, tu viens de poster. Et l'outil il est redoutable pour repérer tout ce qui est situation de harcèlement, tout ce qui est envie suicidaire. Enfin, donc les thématiques elles sont très 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 lourdes, ce qui fait que derrière il faut de l'humain à fond pour modérer, contrairement au réseau qu'on voit actuellement. Parce que en fait, au plus on avance, au plus on a des élèves qui vont pas bien, au plus on détecte des problèmes qui sont très très lourds, et les élèves font confiance à la plateforme, ce qui est juste aussi génial, parce qu'on avait un peu peur qu'ils osent pas se confier, donc ils pouvaient pas soit de parler avec leur pseudo, soit de parler en leur nom avec leurs amis. Donc là-dessus, on avait des thématiques hyper légères, mais côté anonyme, là on avait du lourd. Mais nous, en fait, pour nous, ils étaient pas anonymes. Donc, on arrivait à les repérer, à leur parler en messagerie privée, en leur disant, OK, nous, on est au courant que ça va pas. C'est cool que tu arrives à en parler, mais là, on peut pas rester à 2. Il faut absolument 3. Donc, est-ce que tu veux parler à quelqu'un de ton établissement scolaire? Est-ce que tu veux être redirigé vers le planning familial parce que je sais pas, c'est une pilule du lendemain ou des thématiques sur la sexualité ou j'en sais rien. Enfin, parce que ça partait vraiment dans tous les sens. Ou est-ce que tu veux, je sais pas, la maison des ados ou voir un psy, mais il faut faire quelque chose, quoi. Du coup, en fait, c'était de l'application, on va dire, donc dans le virtuel, mais qui recréait du lien sur le terrain, et c'était assez génial. Mais ouais, en modération, dinguerie, parce que ça tourne à 24 avec des soucis quand même assez lourds, quoi. Donc ça, c'était l'application Fil. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé à cette application? Ça s'est arrêté. Donc on a arrêté début 2024, en mars, quelque chose comme ça. Là, on a coupé. Enfin, on n'a pas repris en fait de nouvel établissement en septembre 23, parce que je voyais en fait que derrière ça coûtait trop en humain et trop en développement. Et derrière, on signait pas assez d'écoles en fait, parce que à cette époque-là, il y avait vraiment une grosse vague. OK, on prend soin de la santé mentale. Tout le monde en parlait dans les médias, même les directions, tout le monde en parlait, mais de là à sortir la carte et à payer, il y avait pas tant que ça de gens. Du coup, ouais, super idée sur papier, super idée une fois qu'on l'a codé, mais derrière le business model, encore une fois, en EdTech, ça reste une des problématiques, c'est l'argent. Et sur les établissements, il y a pas un système qui verrouille un peu sur l'aspect, je sais pas, appel d'offres ou ce genre de choses, ou ça reste quand même assez ouvert. Je sais pas, moi j'ai une image où je me dis, pour rentrer dans ce genre de, enfin, faut passer par des achats certainement regroupés, ou c'est par établissement. Est-ce que les établissements ont une marge de manœuvre assez grande pour pouvoir s'engager sur l'utilisation d'une solution comme ça? Alors côté belge, ça passait. Côté français, ça passait pas bien. Ou alors on était plutôt sur de la formation avec plutôt des centres qui sont avec la CCI, et donc ils sont déjà en fin bac, ou alors c'est la suite, et donc c'est payé par l'établissement. Donc eux, ils ont quand même des enveloppes assez conséquentes pour dire de payer un service ainsi. Et eux, en fait, leur douleur, c'était le nombre d'abandons, en fait. Donc, c'était repérer les élèves qui allaient pas bien pour essayer de prendre soin d'eux avant qu'ils ne quittent la formation, en fait. Donc, côté français, j'étais plutôt sur du plus de 18, et côté belge, j'étais sur plutôt le secondaire. Parce que les Belges, ils ont une marge de manœuvre en collège-lycée qu'on n'a pas en France. Ok, donc deuxième projet qui finalement est dans l'éducation. En fait, tu as fait une boucle, tu es revenu à ce que tes 18 ans d'expérience dans l'enseignement t'a donné, après une bifurcation par un aspect plus tech, app, etc. Et là, en 2024, après l'expérience Feel School, tu lances donc Nophone. Donc c'est quand même un sacré virage, de passer d'une app de santé mentale à une pochette
anti-smartphone. Comment s'est passé ce pivot? Pourquoi? Qu'est-ce qui a généré ça? T'as vu, il y a une opportunité qui s'est présentée à toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. En fait, discuter avec 25 000 jeunes qui vont pas bien, il y a quand même pas mal de points communs qui vont en fait, tout pousse dans le même sens. C'est-à-dire que quand on regarde les jeunes, on se dit, ok, qu'est-ce qui va pas? Et en fait, il y avait vraiment des habitudes que j'avais pas repérées avant cette application-là, sur l'usage qu'ils font de leur smartphone, sur la problématique aussi des problématiques que moi j'avais pas connues quand on était ado, parce que il y a toujours eu des ados qui sont plus réservés, qui ont besoin de se mettre qui sont plus timides et qui vont un peu s'isoler. Sauf que j'avais l'impression, au plus j'ai lisé les histoires de chaque ado, au plus un enfant timide se séparait en fait du groupe par facilité, se taper sur le smartphone et puis s'isoler en fait toute l'année, mais au point de devenir une problématique de solitude lourde. Et donc on parle souvent santé mentale, mais il y avait vraiment la problématique de la solitude qui revenait, et le pseudo-responsable. Alors, c'est pas que le smartphone, mais le smartphone, il était souvent pointé du doigt. Après, il y a les autres soucis du smartphone qui étaient photo nude dans les toilettes. On fait des relations à distance avec des premières fois qui sont en visio. Enfin, voilà, tous des usages que j'avais pas repérés, en fait. Je savais pas que les jeunes faisaient ça, en fait, et du coup le smartphone était souvent dans l'équation. Et la semaine là, donc on était en mai 24, et là en fait j'ai 3 directions avec qui je parle pour Phil, parce que là j'ai essayé de sauver un peu les meubles avec Phil, et en fait les directeurs me disent mais tu sais pas faire quelque chose pour les smartphones parce qu'on n'en peut plus, en fait, et tout est arrivé sur une semaine de temps. Donc là je me dis il y a quelque chose à faire, et c'est comme ça que je suis arrivé sur la pochette magnétique, parce que il y avait d'un côté une demande des adultes et de l'autre des problématiques chez les jeunes. Donc je me dis il y a vraiment quelque chose à faire. Les planètes se sont alignées. En fait, c'était presque une commande finalement. Oui, c'est ça. Précommande. Une précommande, et des jeunes et des directions, en fait. Alors ça a donné donc NoPhone, et concrètement, comment ça fonctionne? Concrètement, donc c'est une pochette qui va être verrouillable magnétiquement, alors que ça soit avec un cadenas ou que ça soit avec un système intégré dans le textile. C'est exactement la même technologie qu'on a sur l'antivol. Donc quand vous allez dans une grande surface, dans un magasin de vêtements, il y a des capsules pour l'antivol. En fait, on a repris cette technologie-là. Donc, c'est un aimant, en fait. Et donc, si vous allez à la caisse, il y a un gros aimant qui va permettre de retirer la capsule. Là, c'est pareil, sauf que ça va ouvrir la pochette. Donc, le matin, ils arrivent, ils placent leur smartphone dans leur pochette. Toute la journée, c'est verrouillé ou pas, parce que il y a des établissements où le smartphone est un outil. Donc, ils vont déverrouiller pendant la journée. Ils vont faire une activité, un carotte, recherche sur le web, ou utilisation de l'IA, on reverrouille, et puis en fin de journée, on déverrouille à la sortie et on récupère son précieux. Et donc oui, mais le précieux, en l'occurrence, il reste avec l'élève, en fait. C'est la grosse différence, c'est sans doute l'avantage par rapport au casier collectif. Alors moi, j'ai vendu aussi du casier. Donc j'ai vendu du casier en bois qu'on place sur le bureau des directions. J'ai vendu des supports muraux qu'on place sur un mur ou sur une porte, etc. Donc les élèves arrivent, ils placent leur smartphone, ils vont se mettre à leur place. Ce truc-là, je l'ai pas fait bien longtemps. En fait, tout ce qui est solution collective, parce que il y avait toujours des dérives. Et je voulais vendre un produit où moi j'étais à l'aise. Enfin, je sais pas vendre quelque chose, si j'y crois pas, je sais pas le vendre. Et en fait, ce truc-là, je me dis en fait c'est pas mal. Effectivement, ça va soulager un peu le professeur, mais indirectement ça lui remet une charge en début d'heure et à la fin de l'heure, parce qu'à chaque fois il faut contrôler est-ce que les élèves vont déjà le déposer, s'ils le déposent correctement, s'il va pas avoir un vol, une griffe, etc. Et voilà, j'ai lancé comme ça ces solutions-là. Effectivement, on a eu des retours en disant non, mais là il y a des élèves. Et puis les parents qui nous râlent dessus parce que il y a un écran qui est fissuré, ils disent que c'est le prof alors que c'était pas le prof. On a eu des enregistrements parce que ils le mettent dans le support, mais en fait ils filment tout le cours avec la caméra. Donc il y a eu pas mal de tours d'entourloupe qu'on n'avait pas vu. Du coup, ces solutions collectives, je les ai arrêtées et on est repassé sur la solution individuelle parce que, la responsabilité de l'établissement, elle n'est pas mise en cause. Donc, c'est la pochette de l'élève et la responsabilité de l'élève. Alors que si on place une boîte devant le professeur, tout retombe sur le professeur. C'est déjà un secteur qui est déjà fatigué et sous pression. Donc,
en étant prof, je me dis non, moi je remets pas une charge en plus au prof, je vais en retirer une. Et du coup, les solutions collectives pour moi, c'était pas une solution. C'était vraiment, il fallait repartir sur l'individuel. Et l'élève, il est content. Enfin alors, il est content d'avoir son smartphone sur lui, parce que tout ce qui est ramassage de smartphone, ça les stresse. Le fait de pas l'avoir, est-ce que justement je vais avoir une griffe, est-ce qu'on va pas me le voler, et du coup la solution individuelle, elle est cool aussi pour eux, même s'ils vont râler les 2-3 premières semaines, parce que clairement c'est un gros changement d'habitude. Il y a quand même, faut pas négliger. Enfin, même vous, on vous prend votre téléphone toute la journée, vous allez avoir aussi un moment d'adaptation, et qui est pas si simple en fait. Et on se dit ouais, les jeunes tranquilles, nous on a su faire sans. Non, en fait, mettez-vous 2 secondes à leur place, c'est pas top. Et là, début d'année, j'avais eu BFM qui me dit ouais, on veut faire un reportage, est-ce que vous avez des noms d'établissements, etc. Et je dis à la journaliste, vous voulez quoi, des élèves en colère ou vous voulez des élèves qui ont compris le dispositif? Elle me dit ouais, des élèves qui ont compris. Parce qu'en fait, c'est simple, je leur donnais juste une école qui allait démarrer là maintenant, ils vont faire leur reportage 3 jours après, ils vont avoir tous les élèves en mode furax parce que ils sont pas habitués. Ouais, c'est le frottement du début, quoi. C'est ça. Une habitude. Si on veut que les choses se passent bien, il faut un petit peu de temps pour changer une habitude. Clairement. Et donc, quand tu déploies cette solution-là dans un établissement, est-ce qu'il y a un accompagnement particulier? Est-ce qu'il y a un rapprochement des équipes d'éducation sur place? Parce que ce que tu soulèves là, c'est que c'est pas simplement j'achète une techno et je la déploie, mais il y a sans doute c'est là où peut-être intervient aussi ton oui, c'est ça, enseignant, non? Ouais, mais en fait souvent le cycle de vente, on fait des échanges et des ping-pong par mail ou par visio, etc. Ce que j'aime bien tout le temps, c'est quand même faire une visio avec l'équipe qui va porter le projet, qui va mettre le système en place par rapport à la distribution, par rapport à l'installation des bases, par rapport à alors si un commercial me regarde et quand je fais ça, en fait, je donne directement les freins, en fait, toutes les difficultés qu'on va avoir avec le produit, comme ça ils ont pas de surprise. Et ça prend un peu de temps, voilà. Donc il y a certains établissements qui vont parler avec moi pendant 1 heure, il y en a d'autres, ils n'en ont pas besoin, ils vont lancer et let's go. Mais voilà, je donne en tout cas toutes les astuces. Maintenant aussi, on a pas mal de retours des établissements où ça fonctionne, où ça fonctionne un peu moins. Donc je leur dis les pièges, ce qu'il faut faire, ou en tout cas essayer d'éviter par rapport à la mise en place et au déroulement au lancement de la pochette. C'est hyper intéressant. Parce que ouais, il y a des petits frottements, il y en a qui veulent être vraiment encore dans le contrôle, il y a des établissements où au contraire, eux, ils veulent pas de surveillance, donc ils donnent l'outil et c'est des points de vue règlement, et puis les élèves doivent respecter le règlement et basta. Donc là derrière, il y a des sanctions qui sont peut-être plus lourdes, il y en a qui vont surveiller à l'entrée chaque élève, il y en a qui vont ne pas surveiller, ils vont juste regarder les 4-5 élèves qui ont l'habitude d'essayer de contourner les trucs, et du coup il y a que eux qui sont vérifiés. Il y en a, c'est un contrôle aléatoire, enfin ça dépend un peu de l'établissement, mais tout le monde a un peu sa petite recette et son niveau de... C'est ça. Sa méthode. Ok. Alors là, aujourd'hui, c'est quoi? J'ai vu un chiffre, c'est 50 000 élèves aujourd'hui en France et en Belgique qui sont équipés avec ton dispositif NoPhone. Est-ce que ce chiffre, c'est un bon chiffre? Et est-ce que et comment tu as fait pour scaler aussi vite? Parce que finalement, c'est quelque chose qui a été lancé il y a peu de temps. Ouais. Donc en 1 an et demi là. Donc on a une centaine d'établissements, 50 000 élèves. C'est un bon chiffre. Je suis assez content parce que là moi j'étais seul jusque plus ou moins cet été. Maintenant en fait il y a pas mal de freelance. J'ai repris des freelances avec moi pour garder de la souplesse et de l'agilité. Et en fait, l'année dernière, Educatech, j'étais le premier avec la pochette. Cette année, Educatech, on était 5. Donc là, tout le monde a bien repéré qu'il y avait un marché, qu'il y avait quelque chose à se faire. En plus, il y a l'État qui pousse avec la loi pour l'interdiction sur les collèges qui devait déjà être en application. Là maintenant, mais il n'y a pas d'enveloppe pour les collèges. Donc ça, c'est en France, hein? Ça, c'est en France. En Belgique, c'est passé aussi. Hein. C'est passé l'année d'avant même. Et côté lycéen, ça arrive donc à partir de l'année prochaine. Donc le marché s'agrandit. Enfin, on était vraiment focus sur les collèges, mais maintenant on peut s'adresser aussi au lycée. Donc le marché, il va encore grandir. Et ça, c'est quoi? C'est un potentiel j'ai vu 3,5 millions d'élèves, en gros? Ouais, même plus. En fait, en collège-lycée, côté français, on est dans les 8 000. Et côté belge, on est dans les 800.
Donc ça reste quand même un gros marché. Mais ouais, maintenant il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence en fait qui sont plutôt en multi-produits. Donc eux, ils étaient déjà sur les bancs, sur de la vente de tablettes, d'écrans et mobilier. Okay. Donc tu as des concurrents en face de toi. Toi, t'es on va dire un pure player, on pourrait dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Et tu fais face maintenant aujourd'hui à des boîtes qui sont déjà en deal en fait avec les établissements pour d'autres services ou d'autres produits et qui se diversifient avec une solution qui pourrait te concurrencer, c'est ça? C'est ça, exactement. Oui, donc ça reste un challenge maintenant parce que tu te dis est-ce que je continue en bootstrapant, est-ce que je fais une levée de fonds, donc tu t'interroges aussi un peu même si pour l'instant je tirais bien mon épingle du jeu, ça reste un beau challenge parce que ouais là il y a des gros concurrents qui commencent à arriver quoi. Tu vends donc aux écoles. Alors c'est quoi le pricing de la solution? Comment tu factures en fait? Alors on peut pas faire un Shopify où ils vont venir acheter et puis on balance, ce qui est un peu ennuyant. Non, en fait ça fonctionne en devis, signe le devis et puis on facture et puis voilà. Donc ça reste assez simple, sauf qu'il y a pas de système de paiement. C'est pas une boutique, c'est pas un bête Shopify. Il faut juste travailler par devis et côté français aussi, il faut passer par Chorus pour tout ce qui est public. Donc c'est pas hyper rapide. Je veux dire, les délais de paiement sont assez longs, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, en fait, il y a d'autres secteurs là qui commencent aussi à arriver. Donc là, on commence à avoir et voilà. Et en fait, moi, je fais pas encore de prospection dans ce sens-là du tout, mais il y a d'autres secteurs qui commencent à arriver, surtout par exemple le culturel. Enfin là, on a Universal à Paris, on a Sony à Paris aussi. Qui sont des maisons de disques. Qui sont des maisons de disques, ouais. Pour les sessions avec les journalistes, on veut pas qu'ils enregistrent en fait. Les pré-écoutes de sortie d'album par exemple, c'est ça? C'est ça, ouais. On a eu Damso, un rappeur belge qui avait fait ça aussi. Il avait organisé des sessions à Paris, au Québec, etc. Et donc là, c'était une tournée de 7-8 dates avec les pochettes No Phone, c'était trop cool. Parce qu'en fait, là, c'était juste pour ses fans qui voulaient faire écouter l'album avant la sortie, mais qu'il n'y ait pas de fuite quand même, parce que c'était 2-3 semaines avant la sortie, donc c'était juste faire plaisir aux fans. C'était assez cool, parce que ils avaient tous des casques pour écouter, et en même temps la pochette No Phone pour pas enregistrer, c'était vraiment rigolo. Ça, j'avais été voir aussi. Donc ouais, il y a un peu d'événementiel, on a une boîte justement, pardon. Là, je pense à un truc là, l'événementiel, parce que j'entends de plus en plus, notamment du DJ, qui se plaignent de faire face à des armées de téléphones. Les gens viennent en club ou en festival, etc. Et il y a plus, il semblerait qu'il y ait cette interaction et ce partage là qui perd en qualité en fait finalement entre l'artiste et les audiences qui pensent plus à comment dire, à relayer, à se montrer, à se faire des selfies, sur regardez, je suis là, mais pas vraiment vivre l'expérience artistique sur place. Est-ce que ça, c'est aussi un gisement potentiel de business pour No Phone? Je sais pas. Je pense pas. On n'y est pas encore. En fait, là, j'avais discuté avec Bob Sinclair. Comme je faisais de la musique, j'ai quand même 2-3 contacts. Et lui, en fait, justement, c'était l'année dernière, il avait fait un espèce de buzz justement en parlant de ça, en disant ouais, il y a 3000 personnes devant moi, sur les 3000 il y en a 2000 qui sont en train de filmer, qui regardent rien, qui écoutent rien quoi. Ils regardent à travers leur smartphone. Mais là en fait on est sur une problématique où ça dérange celui qui joue mais ça dérange pas les spectateurs. C'est en fait usage, ouais. C'est ça. Donc ouais, enfin après il y a des spectateurs. Enfin moi personnellement quand je suis dans une salle de concert, j'aime pas voir les smartphones de tout le monde. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour moi? Personne va rien faire pour moi. J'avais eu la responsable en Bruxelles, j'avais eu Forêt Nationale. Qui est une grande salle. Elle me dit, ouais, c'est ça, c'est quand même une grande salle. Et elle me disait, nous, en fait, c'est, si l'artiste est vraiment OK, c'est sa responsabilité. Nous, on peut le mettre en place, mais c'est lui qui doit pousser la solution et pas nous. Donc, eux vont pas imposer aux artistes et donc c'est à l'artiste à faire la demande. En même temps, si on parle de DJ, les DJ vont pas, les gros DJ hyper connus, ils se baladent en avion. Ils vont pas porter les pochettes
pour toute la salle, et les salles vont se dire ouais nous on n'achète pas forcément les pochettes parce que tous les DJ vont pas en avoir besoin, donc tout le monde se rejette un peu la balle, et techniquement c'est vrai que c'est pas si simple que ça à mettre en place, donc il faudrait presque qu'il y ait d'avoir des pochettes dans les salles, et puis selon l'artiste on dit let's go ou pas let's go, mais ça a un impact sur le coût, ça a un impact sur la qualité de... Enfin, les gens vont là pour se détendre, et donc les responsables de salle ont pas envie de remettre une pression au public. Les artistes se disent ouais, en fait ça m'emmerde, et en même temps ça fait ma promo parce que derrière il y a plein de vidéos qui vont sortir sur les réseaux. Ouais, donc là il y a c'est pas encore clair quoi. Il y a eu un effet de mode avec les pochettes parce que il y a eu des gros artistes, hein. Il y a eu du Madonna, enfin vraiment pas mal de gros artistes qui ont tourné avec ça, mais c'est un coût, et donc ça reste des artistes qui ont vraiment les moyens et qui vont pas regarder à taper une salle de 20 000 spectateurs avec 20 000 pochettes. Il faut les faire sortir, les gens derrière, avec 20 000 pochettes, c'est quand même plus long que s'il y avait pas de pochettes, quoi. Oui, c'est ça. Et puis bon, les artistes, selon leur notoriété, sont pas sur le même pied d'égalité finalement, parce qu'un artiste hyper installé depuis, tu parles de Madonna, 20, 30, 40 ans, elle a peut-être moins besoin de... Et encore, ça se défend, mais d'être relayé sur les réseaux par son public. Alors, tu reverses un pourcentage de ton chiffre d'affaires à des associations, semble-t-il, des associations qui œuvrent pour l'écoute et la concentration des jeunes. C'est un choix qui est fort. Et pourquoi? Le milieu associatif, en fait, il est de moins en moins subsidié, en fait, et du coup là je m'étais dit maintenant j'ai un peu de moyens, donc si je vais faire plaisir, je le fais. Là cette année on refait l'opération 10 jours sans écran, donc c'est dans notre ligne, c'est une toute petite asso qui dépend vraiment des fonds privés pour organiser. C'est quelque chose qui est assez bien médiatisé. Après derrière, est-ce que moi je vais avoir des ventes? Pas forcément, parce que ça touche beaucoup d'élèves du primaire, un peu de collège. Mais donc c'est un peu moins dans ma cible, mais n'empêche que ça prépare déjà les jeunes à se dire ok, les écrans c'est cool, c'est un bon outil, mais comment on fait pour les maîtriser, et déjà mettre tout le monde un peu dans le même mood. Donc ouais, il y a eu ça, il y a l'asso Lève les yeux, là c'est plutôt en fourni. Donc ici il y a eu les assises de l'attention sur Paris, tous les spectateurs ils avaient des pochettes No Phone, donc on aide comme on peut un max de gens. Et donc, j'espère aussi que ça a un impact sur les écoles. Comme ça, ils se disent, ok, No Phone en plus, ils sont pas là que pour vendre des pochettes, et ils sont là aussi pour aider ce qui est associatif, et même plus loin, parce que là, on a fait un film avec Fred de C'est pas sorcier. Pareil, au niveau business, c'est pas la meilleure des idées, parce que ça a un coût quand même assez important. Mais en fait, j'avais beaucoup de retours d'établissements qui disent ok, nous maintenant on maîtrise le truc, sauf qu'on a encore les parents qui viennent dire ouais, on a des problèmes à la maison, nanana. Et en fait t'as les parents qui sont complètement dépourvus, qui savent pas très bien quoi faire, parce qu'ils ont déjà des mauvaises habitudes qui ont été mises en place, ou alors il y a pas de cadre à la maison, et puis on tombe sur deux camps. T'as le camp des anti qui vont tout booker, tout boucler de A à Z, que ce soit la box internet, ou que ce soit le partage parental, etc. Et les autres qui captent même pas que c'est plus dangereux d'être sur le net que d'être dans la rue, et du coup en mode hyper laxiste, qui captent même pas le danger. Et l'idée du film, c'était de rééquilibrer ça, justement, d'avoir un juste milieu, de leur dire voilà, en fait il est là, il y a effectivement les réseaux sociaux qui ont plein de dark patterns, qui vont faire tout ce qu'ils peuvent pour retenir votre attention et l'attention de votre ado. Comment on fait pour remettre le cadre? Quel cadre? Et concrètement, qu'est-ce que tu dois faire ou pas faire? Et voilà. Et donc on a un film là qui est sorti et qui est aussi la diffusion. L'idée, c'est de regrouper les gens et d'organiser des projections, et de se regrouper pour avoir une discussion derrière. C'est ça, voilà, et de recréer du lien encore aussi. Et la création de ce film, c'était pour qu'il ait une diffusion en établissement, ou il est distribué comment? Enfin, comment on y accède? Oui, la distribution elle est spéciale pour l'instant, donc c'est on a choisi en fait d'organiser, que
que ce soit un établissement, un planning familial ou peu importe, une commune, n'importe qui peut organiser. Il faut juste faire la demande sur le site internet. Et une fois qu'on a fait la demande, on reçoit le film, on organise la diffusion et let's go. Et puis dans un second temps, donc là ça arrivera sur YouTube et tout le monde pourra regarder à la maison. Mais on voulait en fait, en tout cas sur la première partie de la sortie, recréer des liens sur place et que les gens se déplacent, parce que c'est un peu le but aussi de la pochette NoPhone, c'est de recréer des liens, quoi. Alors, tu évoquais il y a quelques instants très brièvement l'acquisition client. Justement, comment tu acquiers tes clients? C'est de la prospection directe auprès des établissements, établissement après établissement. Il y a tu as parlé d'Educatech, il y a des salons évidemment spécialisés, le réseau. Comment ça se passe l'acquisition client chez NoPhone? Oui, donc la première, c'est les salons. Donc on a fait Educatech, on a fait le site à Namur, on a fait à Axe les Thermes, c'est Ludovia. Donc on fait du salon clairement parce que c'est des places où on doit être là. Après les retombées, c'est pas là qu'on va vendre et la semaine d'après délivrer. Donc ça prend, les cycles sont un peu lents. Après on a l'acquisition via notre site internet avec des clients qui nous ont trouvés. Il y a pas mal j'essaye aussi de passer pas mal dans les médias, de faire de la création de contenu. Là j'ai commencé. Alors je me suis forcé à me mettre sur Instagram, à faire un peu de face cam pour TikTok, Instagram, alors que j'aimais vraiment pas ça, mais je me force. LinkedIn à l'écrit, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Je fais ça depuis les 6-7 mois là maintenant. Je commence à avoir mes petites habitudes. Mais ouais, le face cam, c'était un passage compliqué. Donc c'est en même temps travailler mon branding perso et en même temps pousser la marque. Et et le site. Et puis après. C'est un peu, c'est le bouche à oreille aussi. Donc des fois j'ai l'école voisine qui arrive naturellement ou par recommandation parce que je suis déjà dans la ville à tel endroit, quoi. Est-ce qu'il y a des commerciaux ou est-ce que c'est toi le commercial? Comment ça se passe? Oui. Au niveau commercial, donc moi j'ai fait vraiment beaucoup de prospection plutôt en call phoning. Donc ouais, c'est un peu des techniques un peu lentes et qui prennent du temps et en fait, ça reste assez sympa pour les établissements scolaires d'avoir quelqu'un au téléphone. Après, au départ, côté belge, ça passait bien. Côté français, c'était plus compliqué parce que j'arrivais pas à passer. Puis après, il y a eu la loi. Donc là, ils étaient plus à l'écoute directement. Ils se disaient, tiens, une nouvelle solution, j'en ai pas encore entendu parler. Maintenant, il y a la concurrence qui est là. Donc aussi, ça aide à éduquer le marché. Donc ça, c'est aussi sympa. Mais après, il faut réussir à faire ta place et la différence aussi. Et convertir. Ouais. Donc ouais, principalement call mail et établissement par établissement. Et en fait, le truc l'année dernière, j'avais fini l'année avec 400 devis d'établissements publics. Et ça révèle aussi un gros truc, c'est qu'il y a une grosse demande, mais il n'y a pas de fonds. Parce que les écoles françaises publics attendent des fonds, les collèges des départements et les lycées des régions, et derrière il n'y a pas l'enveloppe. Donc pour l'instant tout est bloqué, sauf si l'établissement se dit ok, le problème il est tellement grave, c'est bon, nous on facture une partie aux parents, ou on fait un système de location, ou on fait un système de caution, et donc là on arrive à débloquer la situation. Mais voilà, il y en a beaucoup qui sont en attente et qui osent pas faire le cap parce que ils ont peur que l'académie dise quelque chose, ou parce que l'école doit être gratuite, ok, mais quand on a un problème lourd et qu'il n'y a pas de fonds, parce qu'en fait il y a eu quand même beaucoup de soucis à mes yeux, ils communiquent mais derrière ils donnent pas les moyens, et donc le département il dit c'est la faute de l'État, et l'État dit c'est la faute des départements, ils se rejettent un peu la balle et en fait rien ne bouge. Donc ça c'est aussi c'est le secteur aussi comme ça. Alors, tu es basé à Lille et donc tu travailles. Là, tu parlais tu t'es entouré de freelance. Tu as monté donc une équipe entièrement en freelancing. Comment est structurée la team NoPhone là aujourd'hui? Oui, entièrement en freelancing. Donc il y a une boîte Hypergroup, c'est une boîte de operating partners. Enfin, c'est un CEO à distance qui sont sur Bordeaux. Après en fait donc j'ai une vendeuse, j'ai un service après-vente et une assistante juste pour moi qui va plutôt s'occuper de tout ce qui est facturation. Donc ouais, l'idée en fait c'est d'avoir de la souplesse et quand j'ai besoin, les besoins on va dire qui sont plus ponctuels, là d'aller rechercher des compétences
c'est quand même assez confortable en fait d'aller rechercher du freelance c'est hyper agile, ça réagit super vite et donc s'il faut retravailler sur le site, j'ai mon freelance qui bosse sur le site et ainsi de suite pour les différentes opérations que j'ai envie de faire. Pareil pour la création du site, la création de la vidéo avec Fred, là pareil, j'ai rebossé avec une agence. Donc ouais, globalement c'est tout le temps, enfin il y a 2 agences et le reste c'est du freelance. Mais ouais, ça donne vraiment une souplesse et c'est génial en fait de travailler comme ça. Et par rapport au point, donc ouais, on est quasi tout le temps en télétravail. Des fois, ici cette semaine là, je pars à Bordeaux pour aller voir la boîte d'opération. Et des fois ils viennent sur Paris ou des fois ils reviennent à côté belge. Mais voilà, donc on switch un peu, on jongle entre la Belgique et Paris et Bordeaux. Alors passer de Field School à Nophone, hein, c'était donc passer du software au hardware. C'est quoi le plus gros challenge que tu as rencontré là dans ce passage-là, ce pont? Alors. En fait, déjà, déjà le passage d'Instit à créateur d'app, il y a déjà un gros gap parce que l'application, t'as vite, c'est plutôt la gestion des bugs et puis après, ce qui te stresse, c'est l'adoption en fait, parce qu'il y a beaucoup d'apps où en fait t'arrives à la vendre, mais derrière, il faut encore réussir à la faire adopter quand t'es en pure B2B. Là, moi, je devais la vendre à la direction et derrière, en fait, c'est les jeunes qui doivent l'utiliser. Donc, le challenge, il était quand même vachement gros parce que, pareil, on entend souvent, surtout quand t'es un site au début, t'écoutes un peu tout ce qu'on te dit. En fait, tout le monde dit ouais, ton MVP, tu dois le faire vite, ça doit pas être léché, nanana. Faire un MVP pas léché qui doit être utilisé par les jeunes, ton taux d'adoption, il va être éclaté. Donc, il y a rien à faire. Il y a des moments, selon les projets, il faut quand même essayer de simplifier, ok, mais il faut quand même une qualité, un produit de qualité pour qu'il soit adopté. Donc le premier challenge, en tout cas que ça soit Phil ou Kiligi, moi je l'avais déjà réglé avec Kiligi, donc c'était plus facile là, en arrivant chez Phil parce que la partie jeune, elle était good pour l'adoption. Et après en fait repasser sur du hardware, là la difficulté c'est tu dis comment je vais lancer ça, qu'est-ce que je vais avoir comme souci derrière. En fait, tu as toute ta chaîne déjà de construction, de création. C'est déjà des beaux petits sujets. Et puis après, en fait, tu as des livrets. Alors, des livrets, j'ai hyper bien géré là dans toute la première année. Mais en fait, tu te rends compte, après, là, maintenant, j'ai un logisticien, mais il y a vite des couacs, en fait. En fait, toute ta chaîne, au plus la chaîne elle se rallonge, au plus il y a des soucis qui peuvent arriver. Et donc il faut être hyper précis dans tout ce que tu fais comme choix. Donc là, par exemple cette semaine, là on a eu, la semaine dernière, c'était quoi Ouais, en fait le client il tape pas bien son adresse. Son adresse postale, son adresse de livraison. Ouais, c'est ça. Et en fait, nous on le capte pas. Donc c'est dans un autre pays. En fait, il restait le pays France. Et du coup, l'expéditeur, le logisticien, il envoie le truc. Et puis donc c'était 4 cartons. On reçoit 2 cartons. Et 2 cartons, on n'a plus de nouvelles sur le tracking. Tu te dis qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Chronopost, qu'est-ce qu'ils font? Donc t'as vite tendance. Moi, je m'emballe assez vite quand il y a des soucis comme ça. Et puis en fait, je regarde et je me dis ok, en fait l'adresse elle est pas bonne. Parce que effectivement t'as le client qui la met pas bien, puis nous on le savait, on le voit pas, puis le logisticien le voit pas, puis Chronopost le voit pas, il y a que la centrale Chronopost qui capte le truc, alors qu'en fait c'est la plateforme de Chronopost qui pousse, quand même pas sorcier d'avoir un générateur d'adresses automatique. Ouais. Et ils le font exprès d'avoir d'avoir encore un système de formulaire avec des adresses manuelles, et du coup le client essaie de faire une connerie. Mais pourquoi ils le font exprès? Bon, je crois que c'est pour vendre des étiquettes de colis. Ah oui, d'accord. Okay. Parce que quand t'es aussi gros, nous on est tout petits, on sait le faire, donc pourquoi eux le font pas? Donc ouais, là derrière, après il faut trouver une solution technique pour réparer ça. Et ouais, donc il y a une dimension logistique qu'il y a quand tu délivres un produit du hardware qui c'est une couche supplémentaire à celle de faire de l'app ou des solutions digitales. D'ailleurs, la production des pochettes, comment ça se passe? Tu te fournis c'est chez un fournisseur, un fabricant? Est-ce que c'est quoi? C'est en white label ou c'est vraiment des pochettes que toi tu as fait développer pour Nophone? Ouais, alors le démarrage, en fait, on est vraiment développé, on a tout développé en fait en simplifiant.
Donc l'erreur que j'avais faite avec Phil, donc le fameux MVP que j'avais un peu trop poli, là l'idée c'était de créer des pochettes qui sont qu'on a détournées. Donc en fait on a pris des produits qui étaient presque existants, on leur a juste fait des adaptations, c'est ça, et une modification par rapport à la techno de l'Antillon. Donc on avait une avec un cadenas magnétique, et le cadenas magnétique en fait il était déjà vendu en pièces séparées pour interdire, pour surveiller en fait là c'était placé sur les ceintures, sur les chaussures, c'était de l'antivol vraiment qu'on a adapté et on a remis sur la pochette. Et puis voilà, on a toujours fonctionné comme ça. Et ici, on a carrément un bureau en recherche et développement pour travailler sur notre modèle, quoi. Tu dis que NoPhone, c'est pas une interdiction, c'est une désintox numérique. Est-ce que, parce que je pense que ça, c'est hyper important pour l'entrepreneur que tu es, c'est avec un certain impact potentiel. Est-ce que tu as vu justement bon, c'est peut-être un peu court, mais est-ce que tu as vu des changements concrets dans les établissements qui se sont équipés? Est-ce que tu as eu des retours des équipes enseignantes par rapport à ce climat scolaire, harcèlement que tu mentionnais, délitement un peu de la concentration, toutes ces choses? Il y a des établissements vraiment le lendemain, c'est déjà opérationnel, tout tourne, les jeunes ils vont jouer le jeu parce que ils comprennent très vite que effectivement il y avait un souci d'attention au point de dégrader l'expérience d'apprentissage. Après, dans tous les établissements, il y a quand même 3-4 élèves qui vont essayer de contourner le truc. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte et être vigilant, parce que pareil, si on a une école qui est laxiste, qui capte pas, qui a 3-4 qui essayent de contourner le truc et puis qu'on laisse tourner, le 3-4, ça va devenir une dizaine. Donc, il y a quand même un minimum d'implication de l'équipe où tout le monde doit surveiller un peu au démarrage, relancer après les congés aussi un peu la surveillance. Voilà, il y a une espèce de boucle de vigilance à avoir, et de responsabilisation et d'éducation. Et après, en fait, tout le monde va rentrer vite dans le moule. Donc ça, c'est très très cool. Après, en effet pur, ça va super vite. Le jour même en fait de l'utilisation, les profs vont déjà se rendre compte de la concentration qui augmente. Après, on est censé écouter au cours. La pochette NoPhone, elle va juste limiter l'usage du smartphone. Donc, si le cours il est chiant, il y a encore des élèves qui vont pas écouter. Donc ça, on est sur un truc qui est pas miraculeux non plus. Mais n'empêche que l'attention directe, elle est impactée. Donc ça, tous les profs, ils se disent, ah non, mais nous, on veut plus revenir en arrière, c'est sûr. On continue de travailler avec vous. Et après, tout ce qui est les cours, le réfectoire, etc. D'office, il y a les liens qui se resserrent. Et ça aussi, c'est flagrant partout. Parce que le réflexe, c'était, on s'isole, on se met dans son coin, et après, il y en a encore qui vont s'isoler. Ils vont écrire avec leur calepin, ils vont lire un bouquin dans le coin parce qu'ils ont besoin d'être au calme, et c'est leur nature. Ouais, mais c'est moins une réponse à une dépendance, quoi. C'est ça, voilà. Ouais, exactement. Et on a des super anecdotes. Enfin, avec, il y en a un là où ils peuvent, le midi, ils vont manger en ville, ils partent avec leur pochette verrouillée. Donc il y en a qui ont vraiment capté l'utilité du truc. Et c'est quand même assez magique de se dire, même les jeunes, ils ont capté qu'il y avait un souci, ils ont besoin aussi de déconnecter et de vraiment avoir leur attention sur leur journée scolaire, quoi. Comment tu vois dans 3 ans, c'est quasiment une éternité aujourd'hui, mais comment tu vois NoPhone? Est-ce que tu le vois, j'imagine déjà sur le fait de pouvoir le déployer dans le maximum d'établissements, mais est-ce qu'il y a aussi, je sais pas, des velléités d'expansion géographique? Est-ce que c'est vital pour pouvoir pérenniser le modèle? Comment tu vois les choses? Je suis un peu dans la réflexion sur pas mal de points. En fait, il y a le premier point, levée de fonds, pas levée de fonds. C'est un vrai sujet. Parce que clairement il faut aller vite, les autres ils ont quand même des belles trésors et du coup une capacité d'adaptation et une force de vente qui est beaucoup plus grosse que la nôtre. Après il y a des choix aussi à faire par rapport à ta brand, par rapport à ton positionnement. Si tu veux rester, moi je travaille quand même avec des établissements, j'avais fait le choix d'être assez élitiste. Enfin, on a des établissements, déjà pour l'argent, parce que ils ont un peu plus d'argent, et 2 parce que en fait ça va plus vite. C'est même pas qu'une histoire d'argent, c'est juste qu'ils sont plus réactifs, et c'est juste des clients naturels. Enfin, par exemple, on a eu le lycée français du Luxembourg, on a Monaco, enfin on a tous des établissements quand même d'un certain standing, on va dire. Du coup ça aide aussi parce que j'ai une chouette clientèle, quoi.
Donc ce positionnement, là on le garde. Après il y a levée de fonds, pas levée de fonds, extension à d'autres pays ou pas d'autres pays. Alors là on a de l'Espagne, on a de la Suisse, on a Belgique, Luxembourg, France, on a du Maroc, enfin on a de la Guadeloupe. Donc on est déjà parti comme ça à droite, à gauche. Mais voilà, c'est des clients qui arrivent en mode naturel. Donc à voir. Là, moi, j'ai fait aussi j'avais fait un petit test là côté Miami pour voir aux États-Unis comment ça avançait. Parce que ils ont de l'avance. Ça faisait 10 ans qu'il y avait des systèmes de pochettes. Oui, il y a un acteur assez important qui s'appelle Yonder, je crois. Ouais, c'est ça. Hein. Yonder, c'est eux, Madonna. En fait, eux, ils avaient commencé avec l'éducation et avec des gros artistes américains, avec des tournées en Europe, donc c'est arrivé jusque chez nous. Donc voilà, je voulais aller un peu tester et voir est-ce que en US il reste de la place. À voir, parce que là j'y suis allé 2 semaines, j'ai fait des tests dans les écoles, enfin je suis passé dans pas mal d'écoles, mais j'étais aussi que en Floride, donc d'un état à l'autre c'est quand même aussi assez différent. Mais il y a encore un travail d'éducation à faire de leur côté. Je croyais qu'ils étaient beaucoup plus avancés. Il y a aussi à mon avis la législation qui va débarquer, parce qu'ils ont aussi beaucoup de problèmes. Même si la solution elle existait, elle n'est pas encore tout à fait visible dans tous les établissements. Il y en a qui connaissent pas encore. Donc il y a clairement quelque chose à faire. Et sur le marché européen, la problématique, c'est que le système éducatif il est différent, les financements c'est pas pareil, donc il faut un peu découvrir les différences de chaque pays. Ça prend du temps, il faut de l'argent. Et donc, que ça soit Amérique ou que ça soit Europe, il faut une levée de fonds. Je pense pas que j'arriverai à taper des marchés en bootstrapant, ça risque d'être un peu chaud. Enfin après, je suis pas fermé, mais ça me semble rock'n'roll quand même. Il faut remplir la jauge à essence, tout simplement pour continuer à faire des kilomètres, quoi. C'est ça, et avoir une bonne visibilité, donc pas aller t'attaquer à un truc que t'arriveras pas à choper, quoi. Pour pas rester focus en fait sur ce qui fonctionne, et pas non plus dans la prudence et dans la peur, autrement t'avances à rien. Donc il y a un juste milieu à avoir, des choix à faire, et des fois tes choix seront peut-être pas bons, mais clairement il y a des choix à faire, quoi. Je te souhaite le meilleur pour la suite de l'aventure de NoPhone, et puis pour l'impact que ça peut avoir sur plein d'aspects à la fois pour les enseignants et les élèves. Merci beaucoup Guillaume pour ce moment passé ensemble. Merci à toi pour l'invitation. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à Pile ou Sas sur votre plateforme d'écoute habituelle. On est partout. Et surtout, si cette conversation vous a plu, partagez-la. Envoyez cet épisode à des contacts qui pourraient être intéressés par l'entrepreneuriat à impact ou l'éducation, par exemple. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Pile ou Sas. Salut.